Le corps de Lassie Peterson fut retrouvé en 2003 sur une plage de la baie de San Francisco. Elle était enceinte lorsqu'elle avait disparu 4 mois auparavant et le fœtus fut découvert sur une autre plage. Les médecins ont conclu alors que la peau de l'abdomen avait cédé du fait du processus de décomposition alors que le corps était dans la baie. Ok! L'eau de mer était alors entrée dans la cavité abdominale et avait chassé la plus grande partie des organes internes, y compris le fœtus. Et ben j'espère que vous êtes bien installés sur votre repas, sur votre dîner, et qu'il est délicieux. Clinique. Bon appétit. L'iceberg des recherches obscures et perturbantes, volume 2, ne recherchez pas ça. On a réagi au volume 1 l'autre jour, c'était effectivement dégueulasse. Je sais pas si la vidéo est déjà sortie quand à l'heure du stream là, mais le volume 1 était immonde. J'étais allé regarder des trucs qu'il avait dit de pas rechercher. Du coup, je suis allé les rechercher et je confirme que c'était dégueulasse et qu'il fallait pas aller les rechercher. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une image, une vidéo, une histoire, ou bien un fait épouvantable Ouais, des gens que qui vous tombent de auriez grue sur souhaité Twitter. jamais connaître? Eh bien, c'est le risque que vous allez prendre ici. Bienvenue sur Ne recherchez pas ça volume 2, l'iceberg des recherches obscures et perturbantes. Aujourd'hui, nous allons continuer de descendre dans les méandres de l'histoire, de la science, de la culture, d'Internet, des faits divers. Ah ouais, il y avait une et de scie à l'âme os là dans humaine, l'épisode 1, c'est afin d'en immonde. découvrir et d'en apprendre toujours plus sur la partie L'invention de la sombre tronçonneuse. du monde dans C'est lequel beaucoup trop nous fort, voilà. C'est vivons. beaucoup Pour les moins nouveaux fort. venus qui découvriraient le concept de cette vidéo, je vous invite à me considérer comme votre guide. Un guide qui va vous montrer des portes, les entr'ouvrir, afin de découvrir l'horreur que vous risquez d'y trouver derrière. Ensuite, libre à vous de franchir le seuil de ces portes, et de prendre le risque de ne plus être tout à fait la même personne après ça. Ouais. Parce que le chat sans visage là de l'autre jour, Et surtout, faites de beaux cauchemars. je l'ai encore en tête. Je l'ai encore en tête, cette saloperie de chat. Coffin Burst. Coffin What? Burst. Naissance de cercueil. Lorsque l'on s'intéresse au domaine du creepy, aux choses étranges et obscures, il n'est pas rare de tomber sur des expressions, des mots, qui ne font pas toujours sens lorsqu'on les découvre. Et franchement, quand je me suis intéressé au Coffin Burst, traduit littéralement en français par naissance dans un cercueil, ou naissance en cercueil, Ouais. je m'attendais pas à lire des choses aussi épouvantables. C'est quoi? C'est l'autre côté- c'est des enfants qui naissent de femmes mortes? Coffin Burst, également connu sous le nom d'expulsion fétale post-mortem, Oh putain, c'est est ça. une expression médicale anglaise qui Oh mon décrit Dieu. le processus par lequel un fœtus, C'est comme ça que Guts de Berserk est né, les gars. ce qui n'est plus viable, est expulsé par le corps en décomposition d'une femme enceinte décédée. En effet, lors du décès, les bactéries présentes dans les organes de la cavité abdominale génèrent des gaz en s'attaquant aux tissus de l'organisme, provoquant ainsi le gonflement du corps. Dans certains cas, la pression des gaz peut alors Comme les comprimer baleines. l'utérus tout en exerçant une pression sur le fœtus, Ah. l'éjectant ainsi vers l'extérieur par Mais les voies vivant ou naturelles mort? et imitant ainsi l'accouchement, d'où l'expression coffin birth. Ah ouais. Rien que de parler de ce processus, je trouve que c'est déjà une épreuve en soi, tellement c'est affreux. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser au sont phénomène et à nés son dans des- recensement à travers Écoute, des enfants qui étaient peut-être presque à terme sont nés dans des cercueils qui avaient peut-être déjà été enterrés. Oh, quel enfer, quelle horreur. l'histoire. Tu En trouves effet, deux... le coffin birth est considéré comme Du une coup, tu faute trouves des petits squelettes dans des cercueils en inhumant, des fois. Inhumant, c'est bien quand tu ressors le cercueil de terre? Non, attends. Bref, en déterrant des cercueils anciens, ils sont peut-être tombés sur un squelette de femme et un squelette de bébé à côté, peut-être. curiosité. C'est horrible. Une anomalie médicale, depuis qu'un certain nombre de cas ont été recensés dans une collection encyclopédique. Remarque, c'est comme à l'époque où ils mettaient des cloches reliées au cercueil après avoir enterré les défunts, au cas où il s'était trompé et le mec était pas mort. Comme ça, il pouvait gling 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 sonner la cloche pour dire qu'il était vivant et enterré vivant dans le cercueil. Parce qu'il y a eu une période où il y a eu un nombre beaucoup trop élevé de gens qui étaient déclarés morts et qui n'étaient pas morts en fait. Par deux médecins américains, George M. Gould et Walter L. Peel, en 1896 dans le compendium médical Anomalies and Curiosities of Medicine. Lorsque l'on s'intéresse à ce phénomène, on s'aperçoit que les plus anciens cas recensés datent du XVIe siècle. Et franchement,
je vous déconseille d'aller plus loin. Car entre la jeune femme pendue lors de l'Inquisition espagnole en 1551, qui était en fait enceinte de jumeaux, ou la découverte inopinée de Ah, restes fétaux dans un cercueil je le juste savais. avant une inhumation, Ouais, ce sont des histoires plutôt dures à lire. c'était Il sûr. existe une page Wikipédia en français expliquant assez clairement le phénomène et donnant des exemples bien plus récents, que j'ai trouvé tout Ah ouais, des aussi trucs récents. épouvantables. Les descriptions du phénomène Ah, dans les sont années 2000. Le corps de Lassie Peterson fut retrouvé en 2003 sur une plage de la baie de San Francisco. Elle était enceinte lorsqu'elle avait disparu 4 mois auparavant et le fœtus fut découvert sur une autre plage. Les autorités What? Oh d'accord, ok, donc elle a accouché dans l'eau. Les autorités médicales indiquèrent initialement à la presse qu'une expulsion fétale post-mortem avait peut-être eu lieu. L'autopsie révéla néanmoins que le col de l'utérus n'avait pas été déformé par le passage du fœtus. Les médecins ont conclu alors que la peau de l'abdomen avait cédé du fait du processus de décomposition, alors que le corps était dans la baie. Ok! L'eau de mer était alors entrée dans la cavité abdominale et avait chassé la plus grande partie des organes internes, y compris le fœtus. Et ben j'espère que vous êtes bien installés sur votre repas, sur votre dîner, et qu'il est délicieux. cliniques Bon appétit! et les contextes de découverte des corps assez terribles. Bref, le Coffin Birth m'a amené à apprendre quelque chose qui n'était pas forcément indispensable à ma culture. Non, oui. Mais c'est bien de savoir que ça peut arriver. Après, les exemples, t'en as peut-être pas besoin, quoi. L'agent orange. L'agent orange. Mhm. L'agent orange est un mélange chimique d'herbicides de type 2,4-D et 2,4,5-T, développé dans les années 40 et 50. À cette époque, ce défoliant était utilisé dans l'agriculture industrielle aux États-Unis et avait un pouvoir désherbant extrêmement puissant, capable même de détruire des arbres. C'est pas ça qu'ils ont utilisé au Vietnam, l'agent on pourrait se orange? dire, Si, c'est ça, je crois. Voilà un produit industriel dont il fallait sans doute se tenir éloigné. Mhm. Et vous n'auriez pas tort. Seulement, si vous décidez de taper le nom de cet herbicide sur Google, vous allez tomber sur des images assez terribles. En effet, l'agent orange qui tire son nom de la couleur des barils dans lesquels il était transporté est tristement célèbre pour son utilisation par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Ah, c'est ça, Dans c'est le bien ce que je cadre de pensais. l'opération Ranch Hand, qui s'est déroulée de 1961 à 1971. Ce mélange chimique a été pulvérisé sur les forêts et les terres agricoles vietnamiennes pour détruire la végétation dense qui servait de couverture aux C'est combattants vraiment des vietnamiens, chiens. ainsi que pour éliminer les cultures alimentaires. Et ce, Les ricains, c'est sur une vraiment des surface de bâtards, hein, presque genre... 2 millions d'hectares. À ce niveau-là, quand Comme ils partent vous en en guerre et doutez, tout, les c'est effets vraiment de des l'agent ordures. orange sur la nature et la santé humaine ont été dévastateurs. Les personnes exposées à cette substance ont souffert de divers types de cancers, de maladies de la peau, de troubles Oh, il neurologiques a l'air et de pas maladies bien, le gars, là. respiratoires. Les femmes enceintes exposées à l'agent orange ont connu des taux élevés Oh. de fausses couches. Ah, mais oui, et j'en ont ai donné entendu parler de naissance à ça. des enfants avec des malformations, Des malformations congénitales graves. hardcore et tout Les sur des Américains enfants à cause de étaient ça. parfaitement conscients à l'époque des risques potentiels associés à l'utilisation de l'agent orange. Mais ils C'est ne horrible. s'en doutent pas. J'ai jamais... Faut que je mate Apocalypse Now, j'ai toujours pas maté Apocalypse Now. Ce qui est assez terrible, c'est que même plus de 50 ans après, les vétérans de la guerre du Vietnam, et surtout les Mais populations il y a des enfants locales qui héritent exposées à cette substance de certains continuent trucs et de tout payer encore. le prix Ouais. de cette folie, en souffrant de divers problèmes de santé, Mm. notamment des cancers de la peau, du foie et des poumons, des malformations congénitales, telles que l'absence de membres, la cécité. Oh putain, il a pas Dieu, le gamin. Ah oui, c'est que des enfants qui ont subi les effets de l'agent orange. Putain, la vache. C'est très Uncanny Valley, du coup, certains trucs. Là, il a l'air de pas avoir de bouche. Et lui, il a pas Dieu. L'autre gamin derrière, là, pareil, c'est vraiment... C'est très, très, très bizarre à regarder. Génitales, telles Les que pauvres. l'absence de membres, la cécité et la surdité, ainsi que des troubles neurologiques et des maladies respiratoires. Et ce qui est encore plus terrible, Et tout ça, c'est les que ricains effets qui l'ont de causé. cette saleté se transmettent de génération Ouais, en c'est ça. génération. En effet, les mutations C'est horrible. génétiques causées par la dioxine se transmettent aux enfants, qui naissent encore aujourd'hui, sans parler de l'exposition à l'environnement toujours contaminé. Bref, si vous n'avez pas peur de perdre foi en l'humanité, ou d'être exposé à des photos de gamins brisés Non, c'est bon. par la folie humaine, C'est bon. Franchement, pour le coup, j'ai vraiment pas envie de rechercher ce genre de truc. ne serait-ce que dans le cadre d'un devoir de mémoire. Par contre, oui. Important de se rappeler que les ricains ont fait les chiens au Vietnam.
On parle pas assez des crimes de Johnny guerre God commis par is les Gone. ricains, ce genre de trucs, en vrai. Hein. Johnny God is Gone, ou Johnny s'en va en guerre, est un film réalisé par Dalton Enfin, des crimes de Trumbo. guerre commis de manière générale, en fait, par n'importe quel pays quand ils partent en guerre, hein, parce qu'il n'y a pas que les ricains. Hein. Tous les pays font des trucs absolument horribles chaque fois qu'ils partent en guerre, et c'est juste que c'est vraiment pas mentionné, c'est caché et tout. Mais il y a des horreurs qui sont faites dans tous les camps en permanence, et des trucs que vous pouvez même pas imaginer. Hein. En 1971, basé sur son propre roman, lui publié en 1939. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un film d'horreur, le thème qu'il aborde est véritablement épouvantable, et vient malgré tout toucher du doigt cette notion d'horreur existentielle. Un film qui prend toute son ampleur en VO. La VF n'est pas au niveau, et fait perdre beaucoup d'intensité au film, je trouve. L'histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale. John Bonham, un jeune soldat américain enthousiaste et plutôt naïf, décide de s'engager pour combattre sur le front. Seulement, lors d'une mission de reconnaissance, il est frappé par un obus. Il se réveille parfaitement conscient mais incapable de parler. Ah, mais je Joe entame alors un monologue intérieur. C'est connais, je l'incompréhension crois. totale. Il fait complètement... Je me demande si ce film, c'est pas un film sur lequel Metallica a fait une chanson. C'est quelle chanson déjà? Ce serait pas Nothing Else Matters peut-être? Metallica a fait une chanson sur un soldat, sur un film qui se base sur un soldat qui revient de la guerre et qui est dans un état où il peut plus entendre, plus parler, plus machin. C'est assez horrible et où il veut juste qu'on le tue. Et en fait, les gens ne le tuent pas parce qu'il y a pas de, enfin, il veut être euthanasié en fait mais il peut pas l'exprimer. Enfin bref, c'est horrible et je crois que Metallica a fait une chanson dessus. Si c'est ce film-là, noir. en tout cas. Il sent Parce que je me alors souviens une plus du nom sorte du de film. tissu sur son visage, et s'aperçoit rapidement qu'il n'entend plus rien. Il est sourd. Joe ne peut que sentir les vibrations autour de lui, provoquées par les pas. Au fur et à mesure, il découvre qu'il a également perdu son bras droit, ce qui le fait paniquer. En fait, Ça doit être horrible. Joe n'a pas seulement perdu un bras, Tu te réveilles. l'ensemble de ses membres. Ah ouais, c'est ce film-là. Terminé ce tableau atroce et noir de désespoir, Joe réalise en tentant de déplacer sa langue à l'intérieur de sa bouche qu'il n'a plus de mâchoire et qu'il est défiguré. Les médecins militaires qui s'occupent de Joe à ce C'est ce moment-là film-là, le ok. considèrent comme Metallica un a fait une cobaye chanson sur ça. scientifique. Ils le maintiennent en vie pour étudier son état, pensant qu'il est en fait en état de mort cérébrale et que les quelques mouvements de tête qu'il peut produire ne sont que des spasmes. Sans bras, C'est sans terrible. jambes, aveugle, muet et sourd, mais parfaitement conscient de son état, Joe est enfermé dans un silence et une obscurité absolue. Bah, il est aussi enfermé dans Ce son qui crée propre corps. inévitablement un sentiment d'isolement extrême et une perte de repère entre réalité, souvenir et rêve. On pourrait se dire que ce n'est que du cinéma. Seulement, Dalton Trumbo se serait a priori inspiré de la réalité. En effet, Non, c'est c'est en 100% déjà lisant un arrivé à des article gens. de Hein. journal relatant la visite du prince de Galles dans un hôpital spécialisé pour vétérans canadiens de la Première Guerre mondiale qu'il a décidé d'écrire son livre, qui deviendra plus tard un film. Dans cet article, on y découvrait des soldats ayant perdu leur sens et tous leurs membres. Il y aurait énormément de choses à dire sur voilà. cette œuvre, comme le fait que le clip One de One, Metallica voilà, c'est reprend One. beaucoup C'est d'extraits pas du Nothing film, Else Matters. que cette histoire est un pur pamphlet antimilitariste qui s'inscrit dans un contexte bien particulier, la guerre du Vietnam. Bref, je ne vais pas en dire plus pour ceux qui voudraient le voir, sachez juste que la fin m'a donné un sacré vertige existentiel. Un film à voir pour les moins sensibles. C'est beau en vrai, comme C'est œuvre et tout, c'est beau, hein, mais ça doit être hardcore à lire, à regarder. Syndrome de Le syndrome Cotard. de Cotard. Le syndrome de Cotard, également connu sous le nom de syndrome du cadavre ambulant ou délire de négation d'un ou plusieurs organes, Ah, est une pathologie c'est neuropsychiatrique les gens qui rare, pensent qu'ils sont morts. décrite pour la première fois en 1880 par le neurologue crois. français Jules Cotard. Ce syndrome se caractérise par des délires nihilistes, où Ah, les ah. patients croient qu'ils sont morts, qu'ils n'existent plus, ou que leurs organes sont pourris ou absents. Il est à noter que ce syndrome n'apparaît pas dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques, un manuel qui est considéré comme une référence majeure dans le domaine de la santé mentale. Toutefois, ce syndrome est bien inventorié dans la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé.
Et lorsque l'on creuse J'en ai le déjà entendu sujet, parler. C'est notamment le en syndrome du recherchant des mort-vivant, en gros, témoignages genre de de truc. malades, on peut rapidement tomber sur des discours vraiment perturbants. Des gens qui pensent qu'ils sont Voici morts en fait quelques-uns. et du coup ils peuvent même se laisser mourir en fait parce qu'ils pensent qu'ils sont morts donc ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de manger, de boire ou que ce soit donc ils se laissent mourir et tout c'est Trouvé sur un des un articles délire du ce journal truc. Le Monde, écrit par Marc Gozlan. Ce premier témoignage concerne un médecin lui-même, touché par le syndrome de Cotard. Le syndrome aurait débuté après avoir passé un simple scanner pour une lombalgie à la recherche d'une hernie discale. Ils m'ont irradié de manière sauvage et excessive. Je suis maintenant complètement stérile. Mes reins, mon pancréas, mes testicules sont anéantis, pourris, et source d'infections massives. Je vais développer une insuffisance rénale majeure. Mon pharynx et mon œsophage sont troués à cause des rayons. Ah. Le deuxième témoignage concerne une patiente, avec des idées délirantes sur la mort. J'ai oublié de vous dire que je n'ai pas de cerveau. Je ne vis pas. Je suis pire qu'une bête. Les bêtes au moins ont un instinct. Je n'ai pas d'estomac. Ça doit être hyper intéressant à étudier psychologiquement comme ça, comment t'en arrives à ce... Qu'est-ce qui te... Enfin, ce troisième Qu'est-ce qui témoignage t'entraîne dans cette spirale-là pour que tu t'auto-persuades toi-même que t'es mort ou que certains de tes organes sont morts? C'est intéressant, ouais. concerne une femme traversée par une idée délirante. Comme la plupart des Mortalité maladies mentales, c'est intéressant et à une comprendre négation comment totale ça de la arrive, mort. Je ne pense pas qu'un jour je puisse mourir. comment ça se développe. La mort n'a pas de signification pour moi. Mais je ne suis pas dans la vie non plus. Je ne suis pas vivante, je suis morte. J'ai toujours été comme ça. Je suis née morte. Cette pathologie est souvent décrite dans les médias comme le syndrome D'ailleurs, du ça me fait un peu zombie. penser du coup un peu à ce que mentionnait Asmongold dans la vidéo de tout à l'heure, où genre très nihiliste et tout, la mort, ça me fait pas peur et tout, c'est pas mon corps, je me détache de mon corps. Cependant, Mais dans romantiser le syndrome un risque extrémisme de nous vraiment faire différent, oublier quoi. le principal, la souffrance psychique des personnes atteintes. Ouais, c'est une du maladie syndrome mentale, de hein. De Cotard. toute façon, En faut... effet, Et il va falloir à un moment que notre société elle arrête de romantiser les maladies mentales parce que ça devient vraiment un délire hein, dernièrement. Depuis quelques années, là, avec Internet et tout, la romantisation des maladies mentales, c'est catastrophique, hein. Vraiment, le nombre de gens qui développent des maladies mentales à cause de ça, justement, parce qu'ils trouvent ça cool et tout. Et donc, ils développent une maladie mentale et ils se rendent compte que, merde, ah, fait chier en fait. C'est pas marrant, putain. elle est souvent massive. Malgré eux, hein, je pense que Et pas elle que ce soit s'inscrit volontaire dans de des débloquer la délires maladie, très de développer la productifs, maladie, mais comme vous avez pu le constater. c'est hyper problématique ça. Poser cette question vous emmènera inévitablement vers plus de cas perturbants, comme cet homme de 74 ans qui affirmait qu'on l'avait poignardé à mort dans sa maison de retraite et qui voyait son lit d'hôpital comme un cercueil. Ou cette femme de 35 ans qui pensait que son cerveau était en train de pourrir et qu'il contenait des vers. Oh. Bref, derrière ces drames humains, il existe, heureusement, des traitements type neuroleptiques et antidépresseurs qui parfois, je dis bien parfois, viennent soulager les personnes en souffrance. Mm. Mais parce que ça, c'est une maladie. Est-ce que c'est une maladie neurologique ou c'est vraiment une maladie mentale qui se développe à cause d'événements de la vie, ce genre de truc, quoi. Peut-être ce serait peut-être plutôt un truc à soigner par de la psychologie, quoi. Et des séances avec un psy, que plutôt que par des médocs, non? Je trouve que les maladies mentales, on a tendance à beaucoup trop essayer de les soigner par des médocs. C'est un peu la solution de facilité, quoi, de foutre des médocs pour soigner une maladie mentale. Il y en a qui ont besoin de médocs hein, pour être soignés. Hein. Mais je parle pas de celle-là, je parle de vraiment des trucs où, genre, des fois, les médocs, c'est vraiment pas la solution. Et si tu te bases que sur les. Enfin, si ça devient ta bouée un peu, les médocs, quand t'as une maladie mentale, dans certains cas, c'est pas fou, quoi, parce que du coup, tu guéris pas, en fait. C'est mettre un pansement, quoi. Occipital. La dislocation atlanto-occipitale est une blessure extrêmement rare, mais aussi extrêmement grave. Cette blessure porte un autre nom qui vous permettra sans doute de mieux comprendre de quoi on parle. Oh, je pense que ça va me dégoûter de ouf, La ça. dislocation atlanto-occipitale est aussi appelée décapitation interne. What? Oui, vous avez bien entendu. On parle d'une décapitation où la tête ne se détache pas du corps. Ce phénomène survient lorsque le crâne se sépare de la colonne vertébrale au niveau de l'articulation atlanto-occipitale, et ce sans rupture de la peau. Comme vous l'imaginez, cette blessure c'est est quand souvent t'as des causée gros par chocs ou des des trucs dans le traumatismes genre, ouais. violents tels que des accidents de Mais voiture c'est quoi, c'est à comme un grande coup du vitesse lapin, non? ou des chutes à forte hauteur.
Et autant vous dire que lorsque la blessure se produit, le taux de mortalité est estimé à environ 98%. Du 98%. coup, vous noterez qu'il existe donc Je suis surpris des 2%, j'avoue. Je suis surpris que ce soit pas 100%. Ça veut dire qu'il y a 2% de gens qui se font fait décapiter internement, enfin, en interne, mais qui sont pas morts. de Je- survivants potentiels. Par contre, ils doivent être complètement paralysés, non? Que du coup, le cerveau est plus relié à la moelle épinière, non? C'est donc en creusant un peu plus ce chiffre que l'on peut tomber sur l'histoire tout à fait épouvantable de Shannon Malloy. Le 25 janvier 2007, Shannon Malloy est grièvement blessée dans un accident de voiture. Elle percute le tableau de bord avec sa tête de manière extrêmement brutale. Lors de l'impact, son crâne se sépare de sa colonne vertébrale. Mhm. Ce qui est assez incroyable, c'est que malgré cela, sa peau et sa moelle épinière sont restées intactes, Ouais. lui évitant la mort, mais aussi la tétraplégie. Les médecins ont alors dû réparer les tendons. Ah, mais les du coup, ça lui ligaments a évité la tétraplégie. Mais attends, mais qu'est-ce qui reste intact? Juste la peau? du peau et sa moelle épinière sont restés La peau et la moelle épinière sont restées intactes. Donc, elle s'est fait décapiter en interne, mais la moelle épinière, c'est pas décroché du cerveau, du coup? C'est resté connecté? lui évitant la mort, mais aussi la tétraplégie. Les médecins ont alors dû réparer les tendons et les ligaments du cou et stabiliser sa tête en insérant des vis dans son Putain. crâne et son cou, tout en utilisant un halo pour minimiser ses mouvements. Ce qui est assez épouvantable, c'est que La durant rééducation de l'enfer qu'elle a dû se taper derrière. sa convalescence, son crâne a malgré tout plusieurs fois glissé de son cou avant que les médecins ne réussissent enfin à le fixer correctement. My skull slipped. Mon crâne a glissé de ma nuque environ 5 fois. Et ce qui est surprenant, c'est que malgré cette blessure épouvantable, Shannon a survécu et a même fait des progrès significatifs dans sa récupération. Son cas est considéré comme un miracle médical. Il est à Putain, noter oui. qu'elle a eu malgré tout des séquelles neurologiques sur le plan c'est pas oculaire très et des surprenant. séquelles en lien avec des difficultés à déglutir. Bah, elle a beaucoup de chance quand En même. fait, le choc avait inévitablement provoqué également un traumatisme crânien. Je vous avouerai que dorénavant, lorsque je m'étire en me faisant craquer la nuque, l'image perturbante de la radio du crâne de Shannon me revient souvent, Ouais. comme un flash. Enfin, après, c'est un accident de voiture qui a causé ça. Faut vraiment un choc brutal, quoi. Le supplice du bambou. Le supplice du bambou. C'est pas un truc où tu fais pousser un bambou dans le S'il y a corps de bien un quelqu'un. domaine où l'humain La excelle, torture. c'est sans doute dans sa capacité à se renouveler sans cesse, dans la manière dont Attends, mais le supplice du bambou. Pas comme les mecs qui se faisaient empaler, ou genre ils les mettaient sur un truc et du coup ils se font empaler très très lentement. C'est pas la même chose avec ça? C'est un délire où ils se feraient empaler extrêmement qui pourrait lentement? faire souffrir son semblable. Et le supplice du bambou en est le parfait exemple. Le supplice du bambou ne consiste pas à frapper quelqu'un avec. Mhm. C'est plus subtil, mais tout aussi épouvantable. En effet, le bambou est connu pour la croissance parfois très rapide de Ah, ses c'est chaumes. ça, putain, c'est sûr que c'est ça. Le principe du supplice Ah, est ouais. donc d'installer la victime sur le dos, de l'immobiliser, directement sur le sol, ou légèrement Oh, l'enfer. au-dessus d'un plant de bambou. Enfin, en termes de torture, on va loin là. Hein. Transperce petit à petit. Cette méthode repose sur la capacité de certaines variétés de bambou à prendre parfois plusieurs dizaines de centimètres par jour. La victime, alors immobilisée au-dessus des jeunes pousses, se voit alors percer progressivement la chair, entraînant une mort lente et douloureuse. Alors, historiquement, ce supplice aurait été utilisé dans plusieurs pays d'Asie de l'Est et du Sud, notamment en Chine, en Inde et surtout au Japon. Cependant, on n'a jamais trouvé de preuve incontestable qui viendrait soutenir le recours à cette méthode. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, des récits ont émergé concernant l'utilisation de cette technique par des soldats japonais. Ces histoires ont été popularisées par des témoignages de prisonniers américains et dans des récits de guerre, sans pour autant qu'il y ait de preuves formelles. En 2008, la célèbre émission télévisée Mythbusters avait tenté de mener une expérience pour tester la faisabilité de cette forme de supplice, en utilisant un mannequin fait d'un gel balistique, un gel se rapprochant de la densité de la chair humaine. Ça doit pas Ils marcher ont ici. découvert alors qu'une pousse de bambou pouvait effectivement Ah ouais, ça marche. traverser très facilement Ok. plusieurs centimètres d'un corps Ah en ouais. seulement 3 jours. Ah ouais. Voilà un supplice parfaitement horrible et sans doute à l'origine de douleurs insupportables.
Putain, Cette recherche donc c'est aura été vraiment, l'occasion pour moi c'est de trop tomber bizarre comme également plante. sur des textes Et ça veut dire que le bambou, il prend jamais le chemin détourné, il va toujours au direct, quoi. Parce que la plupart des autres plantes, elles vont contourner un obstacle, elles vont pas essayer de pousser à travers, hein. relatant les pratiques des Japonais sur les prisonniers de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, 3 jours pour que le c'était bambou traverse le mec, particulièrement inspirant. c'est Il n'est pas impossible rapide. que nous en reparlions plus tard. De votre côté, si vous souhaitez explorer cette question, attention, où vous mettez les pieds. Ça peut expliquer les horreurs qu'on a pu voir dans Made in Abyss ou ce genre de choses, quoi. Les plantes qui poussent à l'intérieur d'êtres humains, ou des trucs comme ça, en fait, c'est des trucs réels, quoi. Labor Safety Labor Safety 101. 100. En tapant ces mots sur Google, la première proposition que vous aurez sera celui d'un compte TikTok. TikTok. Allez-y, vous êtes au bon endroit. Sur ce compte, vous allez découvrir des centaines de vidéos. Oh non, c'est 100% des accidents de gens qui sont en train de faire sur des sites de construction ou des trucs dans le genre, c'est sûr que c'est ça. C'est des gens qui ont des accidents horribles. Putain, mais parce que je suis tombé sur un subreddit pareil l'autre jour dans ce délire-là, où c'est regarder des gens, des trucs qui devraient pas s'envoler, qui s'envolent. Je sais plus c'est quoi le nom du sub, je pourrais le retrouver, mais... Vidéos d'animation représentant des accidents de travail, plus terribles les unes que les autres. Les vidéos ne sont pas graphiques, mais permettent de facilement se projeter dans l'horreur des situations Ok. et de saisir assez facilement là où l'erreur a été commise. Non, parce qu'il y a clairement des plateformes, enfin, il y a clairement des sites ou sur des subreddits où vraiment tu vois les gens se faire éclater par contre. Genre là c'est ok, c'est de l'animation, mais il y a des trucs où vraiment tu les vois se faire dégommer, hein. Bien que ce compte soit chinois et que ces vidéos soient sans doute exploitées sur un marché de formation ou de sensibilisation à la sécurité en entreprise en Chine, certaines de ces situations sont sans doute déjà arrivées en France. Car oui, les accidents présentés sur ces vidéos sont tirés d'événements réels. Et une fois passé l'aspect amusant et très désuet des animations, qui à l'ère de la PlayStation 5 font Ah ouais, presque oh la sourire, vache. nous sommes face en fait Oui, quand tu te dis que c'est des incidents réels à chaque fois... horrible et tout à fait épouvantable. En effet, lorsque l'on commence à creuser la question de comment ce fameux conte trouve autant de situations à mettre en scène dans des contextes aussi précis, Voilà, c'est ce genre de vidéos qu'il y a sur certains subreddits. Je peux vous dire que vous n'avez pas envie de les voir, ces vidéos. il ne suffit que de quelques clics pour savoir que ces animations s'inspirent parfois, au mouvement près, de vidéos tout à fait réelles, d'accidents en usine ou en entreprise. Mhm. Et pour en avoir vu un certain nombre directement parfois sur YouTube, je peux vous assurer que le travail de Labor Safety 101 est très très fidèle à la réalité. Mhm. Le sang et les morceaux en moins. Bref, je vous conseille de vous limiter aux animations pour l'anecdote. En parcourant certains commentaires en lien avec ces animations, des personnes, et notamment des Français, ont pu dire que dans certaines formations de caristes, on n'hésitait pas à leur diffuser des vidéos d'accidents parfois épouvantables pour les sensibiliser au respect des règles de sécurité. Si vous avez un cariste ou un machiniste dans votre entourage, n'hésitez pas à l'interroger sur son métier. Il aura à coup sûr quelques anecdotes tout à fait terrifiantes à vous partager. Ah ouais, parce que moi, la sensibilisation en intérim, c'était... si votre patron vous demande d'aller nettoyer la chambre de peinture au plomb, est-ce que vous acceptez? Et la réponse attendue était non. Je n'accepte pas d'aller nettoyer la chambre de peinture au plomb. Voilà. C'était ce genre de sensibilisation, quoi. Alors après, il en faut, mais peut-être que de la sensibilisation sur les machines qui risquerait de nous arracher la main si tu mets mal ta main avec tes gants dedans et qu'on doit utiliser toute la journée, ce serait peut-être plus efficace pour le coup. Newty Petit Cave. Newty Petit Est-ce que Cave. vous êtes claustrophobe? Sans rentrer dans une peur irraisonnée, je ne suis personnellement pas très à l'aise dans les endroits exigus. Ah bah après les caves et Et tout. je Non ne mais vous oui, cache voilà, pas que bon, ce genre de truc de l'enfer par exemple là. Ça là,
C'est le genre de truc de l'enfer où tu dois Est-ce que t'extirper vous êtes comme ça, là. claustrophobe? Évidemment que n'importe qui est claustrophobe quand il fait un truc comme ça, par exemple. Faut être complètement Sans rentrer cinglé. dans une peur irraisonnée, je ne suis personnellement pas très à l'aise dans les Ah, de la endroits taille du exigus, truc. et je ne vous cache pas que lorsque je regarde des vidéos de spéléologie, j'ai souvent la goutte au front. Putain. Moi, je sais ce que je vais faire ce soir. Je vais aller mater des vidéos de spéléologie parce que ça me terrifie, mais que du coup, c'est trop fascinant. Le drame de la Nutty Putty Cave fait partie sans doute d'un de mes pires cauchemars. Ah, mais c'est pas un Peut-être truc dont que Squeezie ce avait sera parlé une aussi fois le là. vôtre. Le mec s'était Nous sommes justement aux retrouvé États-Unis, coincé. à Ah non, l'ouest du lac Utah, peut-être où pas. se trouve la Nutty Putty Cave. Cette grotte hydrothermale découverte en 1960 par... Alors, sur la carte, là où il y a la Nutty Putty Cave, il y avait écrit Nutty Putty Cave Memorial. Donc je me doute que quelqu'un est mort dans cette certain histoire. Val Green, un spéléologue américain, est connu pour ses passages étroits et sinueux. Un véritable labyrinthe de roches. Le 24 novembre 2009, un groupe de 11 explorateurs décide de s'aventurer dans ce dédale souterrain. Parmi eux se trouve John Edward Jones, un jeune homme de 26 ans. Seulement, son aventure censée être parfaitement grisante va se transformer rapidement. C'est ça de ça en qu'il avait cauchemar. parlé, Squeezie, je pense. John cherche à explorer un passage, appelé The Burst Canal. Il se trouve dans un boyau non cartographié. Croyant à tort, il s'engager sur le bon chemin. Il rentre la tête, la première, dans un étroit passage vertical. Ah, mais attends, on a toutes les Il vidéos. se tord légèrement C'est vraiment lui? pour descendre encore un peu plus dans le trou. Seulement, il se retrouve complètement coincé. Dans un espace de seulement 45 cm de largeur Oh, ça et doit de être horrible. 25 cm Oh là là. d'épaisseur. Oh là, la claustrophobie prend le contrôle de mon corps La actuellement cage là. thoracique comprimée, incapable de bouger. Les heures passent, et les tentatives de sauvetage via des poulies qui fragilisent les parois de la grotte et qui menacent de provoquer un effondrement sont des échecs. Les sauveteurs, confrontés à la géométrie très particulière du passage, risquent également de lui briser les jambes en le tirant. Ouais. Après 28 heures, comprimé dans ce trou de souris, la tête à l'envers, sans doute remplie de sang, John Ouais. Edward Jones. Ah, ça doit vraiment être une manière hardcore de mourir. Hein. Suite à ces événements, la grotte de Nutty Putty va être scellée, avec le corps de John Edward Jones à l'intérieur. Ah ouais. Parce qu'ils devenant n'ont pas pu ainsi sortir son son corps. tombeau pour l'éternité. Bref, la façon 2009. dont John Edward Jones est Il y a 15 décédé ans. est sans doute l'une des plus atroces qui Ah existent, oui, c'est horrible. et un de mes pires cauchemars. Si vous souhaitez creuser les événements de cette histoire, allez-y. Vous aurez l'embarras du choix sur YouTube, car entre la mission impossible des sauveteurs et les conditions de survie dans lesquelles s'est retrouvé John Edward Jones, C'est terrible du coup de se dire que bah, son corps il est là pour toujours en fait. Dans ce passage de grotte là, il sera toujours là quoi. passionné beaucoup de monde. À tout jamais. C'est son tombeau. Thérèse Neumann. Newman, j'aurais dit. Thérèse Neumann, née à Konnersreuth en Bavière en 1898, était une mystique catholique allemande. Thérèse Neumann a eu une vie marquée par des souffrances physiques intenses, mais aussi par des événements particulièrement surprenants. En 1918, alors ouvrière agricole, elle s'est blessée en soulevant de lourds seaux remplis d'eau pour aider à combattre un incendie. Cet effort aurait alors provoqué une luxation des deuxième et troisième vertèbres lombaires. Peu de temps après, en avril de la même année, elle sera victime d'une chute qui lui causera un traumatisme crânien, entraînant une cécité. Ces blessures marqueront alors le début d'une série de problèmes de santé graves, tels que des convulsions, une cécité totale, des douleurs insupportables et des difficultés de marche qui l'empêcheront de rentrer dans les ordres religieux. Cependant, en 1923, le jour de la béatification de Thérèse de Il y a 100 Lisieux, ans. une religieuse française décédée en 1897, Thérèse Neumann affirmera avoir miraculeusement guéri de tous ses maux. What? Et si je vous parle de cette femme, Thérèse Neumann, c'est que si vous tapez son nom sur Google, vous C'est quoi allez l'arnaque? inévitablement tomber sur des photos d'elle très impressionnantes, voire perturbantes. En effet, Thérèse Neumann est connue pour What son the inédit, fuck? c'est-à-dire le fait de ne plus manger ni boire, sauf l'hostie, et ce jusqu'à sa mort en 1962. What? Cependant, c'est surtout pour ses stigmates, des marques corporelles miraculeuses correspondant aux blessures de la crucifixion du Christ, qu'elle obtiendra une renommée internationale. Oh putain, what Si the vous faites fuck? cette recherche, vous verrez donc des photos de Thérèse Neumann avec du sang coulant de ses yeux Mais et des what? blessures au niveau de ses mains.
Dans ces C'est pas moments-là, bon, hein, c'est pas elle normal. a Hein. rapporté avoir eu des visions de la passion du Christ, au cours duquel elle revivait les souffrances de Jésus. Pendant ces extases, elle saignait donc des mains, des yeux, mais aussi parfois What? des pieds. Ces expériences ont attiré l'attention internationale et ont fait d'elle une figure mystique très respectée. Son cas a été étudié par différents médecins et elle a été auscultée et hospitalisée plusieurs fois. Seulement, ils n'ont jamais su se mettre d'accord sur l'origine de ses blessures, de son inédit et encore moins sur l'aspect miraculeux de tout Et ça. comment elle a... Mais non, mais c'est pas possible qu'elle ait pas mangé. De toute façon, elle peut pas ne pas manger, ne pas boire, elle peut pas ne pas boire. Et puis se nourrir exclusivement de l'hostie, bon, tu vis pas très longtemps si tu fais ça. Hein. Je pense pas que ce L'histoire soit de très Thérèse nourrissant, quoi. Neumann est vraiment intéressante et je vous invite à creuser le sujet. Non, mais c'est Bien du sûr. bullshit. Non, mais 100% c'est du bullshit. Seulement, si les photos de stigmates sanglants ne vous impressionnent pas. Ça a l'air immonde, par contre. Les images, elles ont l'air vraiment dégueulasses. Hein. Putain, attends. Elle avait écrit décès Yomi Denzel? Ah non, décès Yoni Abergel, ok. Putain, le scaphisme. Le scaphisme, également connu sous le nom Est-ce que c'est lié à la merde? supplice des barques, est une méthode d'exécution attribuée aux Perses antiques. Non, ça va pas être lié à Ce ça. terme vient du grec ancien, scaphe. Bah, on aime bien les signifiant tortures auge dans cet ou épisode. Hein. barque. Cette méthode a principalement été décrite par Plutarque, un historien grec du 1er siècle, dans sa biographie du roi de Perse, Artaxerxès II. Le scaphisme consistait à enfermer la victime entre deux barques, laissant seulement dépasser à l'extérieur la tête, les What? mains et les pieds. Elle était ensuite recouverte et nourrie Oh de non, lait c'est les et nourris. de miel, Les ce qui fourmis. attirait inévitablement les insectes. Oh, Ces derniers se non. nourrissaient alors des déjections de la personne et proliféraient autour d'elle, mais aussi Oh, à l'intérieur de son corps. non. Les conséquences du scaphisme sur le corps Oh étaient assez non, terribles. ça a l'air Combinaison de dégueulasse. l'exposition aux éléments comme le soleil, qui provoquait la déshydratation, et les infections entraînaient une agonie lente et douloureuse. Ah, tu En m'étonnes. effet, les vers et les larves qui pénétraient dans les plaies ouvertes causaient inévitablement des infections graves, Mmh. entraînant une décomposition Mmh. progressive du corps. Bien que la victime soit nourrie de force avec du lait et du miel pour faire durer le supplice le plus longtemps possible, Oh, mais quelle bande de cela malades. ne suffisait généralement pas à maintenir une Putain, les gens qui nutrition inventent adéquate. ces trucs de La dingue mort là. survenait donc généralement après quelques jours, au pire 2 semaines. Bien que l'existence du scaphisme soit encore débattue, certains pensent que Plutarque, qui n'appréciait pas vraiment les Perses, a peut-être exagéré les faits. Cependant, s'intéresser aux conséquences physiques d'un tel supplice nous amène inévitablement à nous poser cette question tout à fait effroyable. Est-ce que c'est véritablement possible que des insectes puissent pondre dans notre corps? Bah, Eh bien, oui. En Oui, effet, oui, c'est possible. n'importe qui peut un jour être confronté à ce que l'on appelle une miase, une infestation cutanée due aux larves de certaines espèces de mouches qui pondent sous la peau. Ok. D'ailleurs, Nouvelle peur évitez de débloquée. taper miase sous-cutanée sur Google. Vous risquez de tomber sur des photographies parfaitement tapées. Ah non, mais par contre, moi j'ai vu des vidéos de mecs qui se font enlever des énormes larves dessous la peau. Et c'est horrible parce que vraiment, t'as l'impression que c'est un tout petit trou. Quand le mec il est en train de tirer, t'as l'impression que c'est un tout petit truc. Et il te sort une monstruosité de ce petit trou. C'est un délire, vraiment, genre, c'est immonde. En plus, il y a plein de pus et tout à chaque fois, c'est vraiment dégueulasse. Le lithopédion. Ah, c'est le fœtus qui... C'est le nom d'un meuble de Danzo déjà. Village brésilien près de la frontière. Et c'est avec un le truc avec un Paraguay, fœtus vivait Daniela qui avale son Almeida, autre... âgée de qui avale son 80 frère, ans je et crois. mère de 7 enfants. Cette femme souffrait de douleurs abdominales. Ah non, c'est un intenses. fœtus mort. Lithopédion, c'est les fœtus qui meurent et qui sont jamais expulsés du coup. Donc ils restent dans le ventre de la femme Et pendant ce, des depuis années. des décennies. Elle avait toujours refusé de consulter un médecin, par peur de découvrir une tumeur. Il y a un cas dans Une Grey's autre Anatomy maladie. ou dans je sais plus quoi une fois. Elle se contentait de prendre des antidouleurs, préférant d'ailleurs les remèdes traditionnels aux traitements modernes. Seulement, en mars 2024, les douleurs sont devenues insupportables. Et sa famille réussira finalement à la convaincre de passer des examens médicaux. Les médecins, perplexes face à ces symptômes, décident de réaliser une tomographie 3D. Et ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement. En effet, Hmm. Daniela portait en elle un fœtus calcifié, un Calcifié. lithopédion, depuis plus de 56 ans, Oh, 56 ans? depuis sa dernière grossesse en 1968. La
La vache! Le lithopédion, également connu sous le nom de bébé de pierre, est un phénomène Ah, c'est médical ça. extrêmement rare. Il se produit lorsqu'un fœtus meurt pendant une grossesse extra-utérine et qu'il n'est pas expulsé du corps de la mère. Oh, c'est un délire. Au fil du temps, le fœtus se calcifie, formant une sorte de pierre à l'intérieur du corps. Ce processus de calcification protège le corps de la mère contre les infections potentielles que pourrait générer la décomposition du fœtus. Ah putain, c'est bien Vous fait le vous corps demandez humain. sans doute ce qui est arrivé à Daniela au moment de la découverte de ce lithopédion. Eh bien, elle fut transférée en urgence à l'hôpital régional de Ponta Porra pour subir une opération visant à retirer le lithopédion. L'intervention, délicate et risquée, s'est déroulée le 14 mars 2024. Ah, c'est Malheureusement, très, très Daniela récent. n'a pas survécu Ah, merde, et est dommage. décédée le lendemain de l'opération. Rip. La famille, sous le choc et en deuil, accepta malgré tout que le lithopédion soit envoyé dans un laboratoire pour être étudié. Car en effet, le lithopédion, comme indiqué juste avant, est une condition extrêmement rare. Depuis le premier cas découvert 56 en ans. 1582, moins de 300 cas ont été rapportés dans la littérature Ah ouais. médicale. Cela signifie qu'il y a en moyenne moins d'un cas par an dans le monde entier. Une nouvelle fois, je vous mets en garde sur les images que vous pourriez trouver sur internet en tapant lithopédion. Bah, tu tombes sur un bébé calcifié, non? L'inhumation céleste. L'inhumation L'inhumation céleste, également céleste. connue sous le nom de funérailles célestes, est une pratique funéraire traditionnelle, principalement observée au Tu Tibet, balances un en mec dans le Mongolie, ciel? en Inde et au Népal. Un corps? Ce rituel consiste à exposer les corps des défunts Ah, à l'air libre, pour d'accord. qu'ils soient dévorés par des vautours et autres oiseaux de proie. Un peu trash. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi il vaut mieux éviter de rechercher ça sur Bah Google. oui. Oui, vous allez inévitablement tomber sur des images de nos amis charognards en train de se régaler sur les restes de personnes. C'est dégueulasse ça! Autant vous dire que les vautours sont de sacrés nettoyeurs de carcasses. Ah bah, L'inhumation céleste trouve ses racines dans le Ils font bien leur bouddhisme boulot. tibétain et le zoroastrisme, une ancienne religion monothéiste fondée par le prophète Zarathustra. Dans le bouddhisme tibétain, le Ainsi corps parlait considéré Zarathustra. comme une simple enveloppe charnelle, après la mort, est offerte aux vautours afin de symboliser le cycle éternel de la vie et de la mort. Le rituel commence par une cérémonie où un moine chante des prières et brûle fait de quoi, là? l'encens autour du corps. Ensuite, un Rodhyapa, une personne chargée de préparer les corps pour l'inhumation céleste, découpe des morceaux Oh, sur le défunt ok. et mélange la chair avec de la farine d'orge, du thé et du lait de yak, afin de l'offrir aux vautours. Cette cérémonie est généralement D'accord. publique, ce qui permet aux proches, mais aussi à la communauté de manière plus générale, de faire face à la réalité de la mort et de saisir l'impermanence de la vie. Bon, en vrai, c'est une Vous allez noter tradition. que Hein. l'inhumation Ça céleste a est l'air toujours dégueulasse quand pratiquée même, mais. aujourd'hui et continue de faire partie intégrante des traditions Mais religieuses je et comprends. culturelles. C'est-à-dire, si leur tradition, c'est pas d'enterrer leur corps, bon, chacun ses traditions, quoi, au niveau de l'inhumation et tout. Certains enterrent, certains incinèrent, certains les donnent aux vautours. En soi, c'est vachement plus. Enfin, c'est tout aussi naturel en vrai, hein, parce que bon, les vautours ils se nourrissent de chair, donc c'est normal. Hein. La dimension philosophique juste dégueu de à voir. l'inhumation céleste est profondément enracinée dans la vision bouddhiste de l'interconnexion de toutes les formes de vie. Le bouddhisme enseigne que la vie est un cycle continu de naissance, de mort et de renaissance. En offrant le corps aux vautours, les Tibétains reconnaissent et honorent ce cycle. Cette pratique est également un acte de compassion et de générosité envers les créatures vivantes, permettant aux vautours de se nourrir, Ouais, de voilà. survivre, et aux défunts de payer Le quelques-unes cycle de la de ces dettes vie. karmiques. Apollo 1. Ah non, Apollo oh non, 1, non, 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 audio. non, 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 non. C'est le bruit des mecs qui La brûlent dans mission leur, Apollo dans leur 1, capsule. initialement désignée C'est horrible. AS-204, avait pour objectif principal de réaliser le premier vol habité du programme Apollo. Elle devait permettre de tester le module Putain, de je savais pas commande qu'on et avait de l'audio, service putain, ça doit être en le plaçant horrible. en orbite terrestre. Genre le truc que t'as vraiment pas envie d'écouter parce que afin quand de tu sais ce préparer le qui futur leur est voyage arrivé. vers la Lune. L'équipe composée de Virgil Gus Grissom, Edward H. White II et Roger B. Jaffe devait effectuer une série de tests à l'intérieur pour vérifier le bon fonctionnement du vaisseau spatial et des systèmes de support de vie en conditions réelles.
Le 27 janvier 1967, les astronautes se préparent à s'installer à bord du module de commande pour une répétition générale, en vue du lancement prévu pour le 21 février 1967. À 13h, les astronautes entrent enfin dans le module de commande. Ça aurait pu situé sur le éteindre complexe de lancement. complètement... cet incident-là aurait complètement pu genre annuler les projets de la NASA et tout d'aller sur la Lune. Hein. Ça aurait pu Aujourd'hui, éteindre le projet dans l'œuf. La trappe se referme, il est 14h42. Des problèmes de communication entre le module et le centre de contrôle retardent le test. Et là, sans prévenir, à 18h31, un incendie se déclare dans le module de commande. En quelques secondes, il se propage rapidement en raison de l'atmosphère riche en oxygène à l'intérieur du module. En tapant Apollo 1 audio sur Google, vous trouverez inévitablement l'enregistrement sonore capturant ce moment effroyable, alors que les astronautes et le centre de contrôle sont en communication. Vous pourrez les entendre signaler des problèmes et notamment un départ de feu, puis alors que l'incendie se propage, vous les entendrez paniquer, et ensuite hurler de douleur. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Terrifiant et assez J'ai vraiment pas envie troublant, d'écouter ce genre de truc. L'enregistrement est vraiment difficile à écouter, en raison de la détresse palpable et de l'issue parfaitement tragique de l'événement. Je vous déconseille donc d'aller écouter ça. L'enquête a révélé plusieurs problèmes techniques et de conception qui ont contribué à la tragédie, notamment des fils électriques dénudés avec des négligences dans le câblage, des matériaux inflammables à l'intérieur du module, etc. La NASA a apporté ensuite des modifications significatives au futur module de commande pour améliorer la sécurité des astronautes. Seulement, pour Grissom, White 2 et Jaffe, il était trop tard. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, essayer de dépasser les limites de l'humanité et tout, et essayer d'explorer l'inconnu, c'est les risques que ça entraîne, quoi. Tu payes parfois les frais de l'ignorance de l'homme, quoi. Parce qu'il y a besoin de faire des erreurs pour avancer. L'algie vasculaire de la face. L'algie vasculaire de la face, également connue sous le nom de céphalée en grappe et de cluster headache en anglais, est une affection neurologique rare, mais extrêmement douloureuse. Elle se caractérise par des crises de douleur intenses, unilatérales, souvent localisées autour de l'œil ou de la tempe. Ces crises peuvent durer de 15 minutes à 3 heures et se répéter plusieurs fois par jour, souvent à des heures fixes. Attention, j'ai entendu parler, je crois. On ne parle pas de migraine. En effet, c'est extrêmement douloureux. L'algie vasculaire de la face est considérée comme l'une des douleurs les plus intenses qu'un être humain puisse ressentir. Les personnes atteintes la décrivent souvent comme un 10 sur 10 sur l'échelle de la douleur. La douleur... Attends, sur l'échelle de la douleur, on a quoi? On a le 1, c'est une petite blessure. 2, contusion légère entorse, ok. Ah oui, donc légère entorse quand même. 2, crampe sévère, 3. Attends, légère entorse? Crampe sévère, 3. J'ai l'impression qu'une crampe, ça fait quand même plus mal qu'une entorse, mais bon. 4, fracture. 4, t'es déjà sur la fracture, ok. Rage de dents, ça fait plus mal qu'une fracture? Je pense que c'est parce que ça touche le visage et que du coup... Parce que... Moi, je sais pas. En vrai, c'est vrai que ça doit pas être très éloigné. J'ai eu une double fracture du bras, moi, une fois. Je me souviens pas très bien, j'étais petit. J'avais genre 10 ans, 9-10 ans. J'ai eu des rages de dents. Franchement, je saurais pas dire lequel est le... le problème de la rage de dents, c'est que vraiment, ça irradie dans ta gueule, quoi. Genre, c'est vraiment, ça irradie dans ton visage et c'est... Du coup, c'est... Tu sens le truc. Mais la fracture, ça picote sa mère aussi, hein. Franchement... Écrasement de membres, ok. Donc écraser, ça fait plus mal que la fracture, ok. Colique néphrétique en 7. Ah ouais, j'ai beaucoup entendu parler que les coliques néphrétiques, c'était extrêmement douloureux. Accouchement difficile en 8, ok. Donc l'accouchement est en 8. Amputation sans anesthésie en 9, ok. Et en 10, ce serait du coup l'algie vasculaire de la face. Risque de panique, mutilation, suicide, tellement ça te fait mal, quoi. Ok, on en est... Bon, déjà, l'amputation sans anesthésie, ça doit t'envoyer dans des niveaux de douleur qui sont complètement délirants. Hein. Écrivent souvent comme un 10 sur 10. Je crois que ça te fait tomber dans les pommes, l'amputation sans anesthésie, tellement ça fait mal. Hein. Perçante, brûlante. Parfois, les patients ont la sensation de se faire broyer la face ou de se faire percer l'œil c'est fou. avec un clou ou un couteau. C'est complètement fou. Il est difficile de se rendre compte à quel point cette douleur est extrême. Certaines personnes atteintes d'AVF ont partagé des vidéos de leur crise sur YouTube. Je vous préviens tout de suite, c'est épouvantable. Je vous déconseille clairement d'aller voir ça. Ah ouais? Vous y verrez des personnes portant parfois un masque à oxygène, hurlant, pleurant de douleur,
s'agitant dans tous les Oh, ça va sens, être horrible. voire pire. Ces réactions physiques et émotionnelles sont si intenses Ah, ça doit bousiller ta vie. vraiment vous retourner. Malgré les nombreuses recherches, les causes exactes de l'algie vasculaire de la face restent encore en partie méconnues. On pense que des dysfonctionnements du système nerveux autonome, des altérations neurovasculaires et des facteurs génétiques et environnementaux pourraient en être à l'origine. Pendant les crises, l'inhalation d'oxygène à haute concentration pendant 15 à 20 minutes pourrait avoir des effets sur la crise. Ah ouais. Les triptans, des médicaments utilisés dans le traitement de la migraine, pourraient également aussi avoir des effets mais plus modérés. Oh, j'ai pas prévenir envie les d'avoir ce crises, qu'ils ont. Les personnes atteintes d'algie vasculaire J'ai pas cérébrale envie. se voient prescrire Merci. des médicaments contre l'hypertension artérielle, des corticoïdes. Dans les cas les plus difficiles, on peut utiliser des techniques de neurostimulation. Cette technique consiste à implanter un dispositif qui envoie des impulsions électriques aux nerfs trijumeaux pour réduire la douleur. En bref, l'algie vasculaire de la face est une pathologie assez terrible et qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Lorsque l'on sait que certaines personnes peuvent faire jusqu'à 8 attaques par jour en Putain, période de crise, c'est pas une vie. on ne peut pas rester insensible devant l'horreur d'une telle situation. Vivre avec ça, surtout que ça a l'air d'être chronique. Ça doit être un enfer au Jones quotidien. Bones. Jones Puis Bones tu est une tu dois en entreprise permanence avoir peur de la nouvelle crise, quoi. Tu dois en permanence redouter la prochaine crise qui va arriver. Du coup, tu profites pas de la vie. américaine basée à New York et fondée en 2018 par John Pichaya Ferry, un jeune homme aujourd'hui âgé de 24 ans. Et autant vous dire que son entreprise est un peu particulière. En effet, elle est spécialisée dans la vente d'ossements humains. Ok. Ce commerce a suscité et suscite encore de nombreux débats intenses. Certains soutiennent que cette pratique permet de promouvoir l'éducation et la recherche en ostéologie. D'ailleurs, l'objectif affiché de Jones Bones est de justement démystifier et de rendre plus accessible l'ostéologie, en fournissant des restes humains de manière responsable et professionnelle aux universités, musées, écoles de médecine et institutions scientifiques. Seulement, d'un autre côté, cette activité très lucrative suscite de nombreuses controverses morales et éthiques. En effet, Ah oui, ça rapporte le beaucoup d'argent, commerce ouais. d'os humains peut être perçu comme un manque de respect envers les personnes décédées. Bien que certains individus lèguent leur corps à la science, on peut malgré tout se demander s'ils auraient accepté de faire partie d'un commerce à grande échelle. L'entreprise a gagné en renommée en s'installant sur les réseaux sociaux, et notamment ouais. sur TikTok. Ouais, c'est vrai que moralement, Et on je peut se vous poser avouerai que clairement voir des questions dizaines là-dessus. de colonnes vertébrales Ah, c'est vraiment alignées les bizarre. unes à j'avoue. côté des autres, et s'imaginer qu'à l'origine elles appartenaient à des personnes comme vous et moi, Ah ouais. n'avaient sans doute pas l'intention de En voler. fait, c'est toujours ça le truc, c'est vraiment tu te dis que ça appartient à quelqu'un et ça fait vraiment bizarre. L'autre fois, j'ai vu quoi? J'ai vu je sais plus sur quoi j'ai vu ça, j'ai dû voir ça sur TikTok ou YouTube Shorts. C'était c'était de la science, hein, c'était des gens qui expliquaient comment fonctionnait le corps humain et tout, mais c'était du coup un cortex, je crois que c'était un cerveau relié encore à toute la moelle épinière et tout, comme ça. Et le truc était allongé sur la table, et quand tu vois ça, allongé sur une table comme ça, que tu te dis que toi, dans ton corps, tu as le même, ça fait un effet vraiment bizarre sur ton corps, où tu te dis, mais il y a un espèce de truc qui te fait te dire que t'es pas censé voir ça, en fait. T'es pas censé le voir, t'es pas censé savoir à quoi ça ressemble, c'est censé être à l'intérieur d'un corps, tu vois, c'est pas censé être exposé à l'air libre, t'es pas censé le voir, quoi. Ça fait un effet vraiment bizarre, je trouve. Une marchandise, je trouve ça un peu perturbant. Et autant vous dire que je suis quelqu'un qui est pourtant tout à fait enclin à briser le tabou de la mort, notamment en parlant assez librement. En France, la législation est claire. Il est strictement interdit de faire commerce Ah ouais. de restes humains. Le créateur de John C'est Bones compréhensible. assure lui se procurer ses ossements humains principalement auprès d'anciens stocks médicaux. En effet, jusqu'aux années 80, les étudiants en médecine et les professionnels de santé aux États-Unis étaient souvent tenus d'acheter de vrais squelettes humains à des fins éducatives pour leur formation. Il existe donc encore nombre de squelettes rangés dans les greniers ou les caves de certains Américains. D'après lui, chaque acquisition est parfaitement tracée, ce qui me paraît un peu optimiste de sa part. Oui, je pense Dans pas tous que les ce cas, soit complètement On voit vrai. bien que le fondateur de Jones Bones tente de montrer Il y a peut-être des gens qui se sont débarrassés des squelettes dans les placards en les vendant à ce mec-là. Je pense que ça a dû arriver. patte blanche, en insistant sur l'aspect scientifique et pédagogique de son activité. Et quoi de mieux que d'ouvrir un musée en ostéologie pour montrer sa bonne foi. Ouvert en fin d'année 2023, le musée accueille 100 crânes humains, environ 120 colonnes vertébrales
et 8 squelettes complets. Bref, malgré les efforts de Jones Bones pour se présenter comme une entreprise respectable, je ne peux m'empêcher de ressentir un certain malaise. En effet, je le répète, la question Ouais. de savoir si ces personnes Non, parce que bon, tirent un certain malaise. cette miniature, le mur de colonne vertébrale, avec lui qui fait le con devant. C'est bizarre un peu quand même. En effet, je le répète, la question de savoir si ces personnes auraient consenti à devenir des objets de commerce reste sans réponse, et c'est un problème. Kansai Clean Service. Le Kansai Clean Service. C'est les mecs au Japon qui nettoient des Le maisons. Kansai Clean Service est Ouais, une c'est chaîne YouTube 100% ça. japonaise associée à une entreprise C'est assez sûr. particulière. En effet, elle est spécialisée dans le nettoyage de logements où l'on a retrouvé une personne décédée, Ouais. parfois après plusieurs mois. Bah ouais, À mais c'est travers doit leurs être immonde, vidéos mais et bon. après une brève contextualisation des événements, vous suivrez l'équipe du Kansai Clean Service dans le nettoyage de lieux, souvent laissés dans des conditions extrêmement insalubres, Ouais. où s'accumulent de nombreux déchets. Les Bah, surtout vidéos au Japon. peuvent être assez dures car elles montrent des scènes explicites où l'on voit les fluides corporels laissés par les corps en décomposition sur la literie. Ah putain, oui, d'accord, c'est une marque de corps, la vache. Y a pas le corps, mais c'est la marque du corps. Ah ouais. Mon frère a poncé une fois une marque de cadavre dans un appartement. Et apparemment, c'est très 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 dur à faire partir. Très 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 dur à faire partir. Corporels laissés par les corps Ça tâche en beaucoup, quoi. décomposition sur la literie et le sol. En regardant ces vidéos, vous allez apprendre un certain nombre de choses. Il est a priori assez difficile d'assainir un logement qui a été le théâtre d'un tel drame. En effet, malgré l'utilisation d'une machine qui purifie l'atmosphère en détruisant les bactéries... Machine à en ozone, ça marche trop bien. Il arrive que l'équipe Pour purifier doive l'air et retirer les nettoyer, papiers peints, voire les Retirer l'odeur d'une pièce. La machine à ozone, ça marche vraiment bien. moquettes, tant l'odeur y est imprégnée. Parfois, les fluides traversent... Après, la oui, literie moquette, papier peint, c'est des trucs qui absorbent les odeurs. C'est comme quand tu fumes. Si tu chopes une maison ou un appart de fumeur, enfin, de quelqu'un qui a fumé toute sa vie dedans, bah ouais, ça va puer la clope et l'odeur pourra pas partir parce que si il y a de la tapisserie ou de la moquette, ça c'est imprégné en fait. Donc, et ça, va nettoyer ça après. La tapisserie, déjà, c'est quasiment impossible. La moquette, ça peut, mais c'est chaud. Hein. Franchement, aussi les vaut mieux sols, la retirer. Hein. parquet. Il est alors indispensable de tout retirer et de gratter pour éliminer toute trace de liquide. Il est intéressant de noter que l'équipe insiste sur le Ouais, fait c'est que les depuis de hikikomori. nombreuses années, elle intervient principalement chez des hikikomori. Bah, c'est pas Le surprenant. phénomène hikikomori est un phénomène psychosocial qui désigne des personnes, souvent des hommes, qui choisissent de vivre en isolement complet, généralement dans leur chambre, pendant des mois, voire des Ah. années. Ils disent choisissent, mais en vrai, ils choisissent pas. C'est une maladie en vrai. Hein. Les hikikomori, souvent, deviennent hikikomori parce qu'en fait, ils ont de l'anxiété sociale extrêmement prononcée, voire des maladies mentales. Et le problème, c'est que le traitement de la maladie mentale au Japon, il est catastrophique. Donc, c'est très souvent juste pas reconnu, pas diagnostiqué. Et donc, ça devient. Bah, en fait, ils se retrouvent à être incapables de vivre dans la société parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi ou quoi que ce soit. Au Japon, c'est très mal vu. Du coup, ils se retrouvent à vivre soit chez eux, soit chez leurs parents, en fait. Et leurs parents leur déposent juste la bouffe tous les jours, et puis c'est tout, ils les voient même pas, et voilà quoi. C'est un phénomène vraiment très intéressant à étudier, le phénomène des hikikomori. Et il n'y en a pas plus qu'au Japon maintenant, hein. Il y en a en France et tout, des hikikomori. Il y a des reportages, il me semble, de Arte d'ailleurs, sur les hikikomori français, qui sont très intéressants à suivre. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, c'est hyper intéressant le phénomène des hikikomori. C'est triste, mais très intéressant. Et il y en a bien plus que ceux qui sont recensés au Japon. Ils recensent, je sais plus combien ils en recensent, mais en réalité, le recensement n'est pas bon. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ces personnes se coupent du monde extérieur et ne sortent que pour l'essentiel. Accablés par la société et incapables d'y trouver leur place, ils sont poussés à l'isolement. Et lorsqu'ils décèdent chez eux, on les retrouve, généralement des mois plus tard. Ouais. Et c'est là Ça, que le le Kansai Clean Service intervient. On Oh. pourrait se dire Oh. que filmer de tels lieux n'est pas forcément Ah, il est très mort dans ses décent, toilettes, lui, je crois. pourtant l'équipe montre tellement de respect pour les âmes qui ont vécu sur place et fait preuve de tellement d'application dans leur travail que cela force finalement l'admiration.
Bref, bien que le travail de Bah, de toute Kansai façon, c'est un taf Kintservik qu'il faut faire, hein. Il y a ça dans tous les pays, hein. Il y a des gens qui vont nettoyer après quand des gens sont morts dans un appartement, justement. Il y a ça en France, hein. Mais en France, je suis pas sûr que ce soit des. Ah bah si, c'est les pompes funèbres qui font ça, je crois, en France. Je crois. Je suis pas sûr. Non, attends, c'est pas les pompes funèbres qui font ça. Mais ça existe, ce genre de truc en France aussi. J'ai déjà vu aussi des reportages de Français qui ont fait ce genre de boulot. Et bon, pour le coup, les témoignages sont vraiment dégueulasses, hein, par contre, parce que bah, c'est un métier qui est vraiment immonde, quoi. Et l'odeur, apparemment, c'est vraiment une des pires odeurs qu'on puisse imaginer, hein. C'est vraiment, il y a des odeurs qui sont absolument catastrophiques, et même pour des gens très très habitués, ça retourne l'estomac, quoi. Donc, pour dire, quoi, c'est des gens qui traitent avec la mort toute la journée, tous les jours, depuis des années, et certains, quand même, ont l'estomac retourné en rentrant dans certaines pièces. Donc, ça en dit long sur l'horreur de l'odeur de ce genre d'intervention, quoi. soit essentiel et respectueux, leur contenu peut être trop intense pour certains. Si vous êtes sensible à ce type de contenu, il est préférable de ne pas regarder ça. Pour les Oh. autres, sachez qu'il existe pas mal d'autres chaînes YouTube qui ont le même Ouais. concept. Des nettoyeurs et tout, après, sur des scènes de crime, ce genre de choses. Les œuvres de Joel Peter Les Witkin. œuvres de Joel Peter Witkin. Hmm. Joel Peter Witkin est un photographe américain né le 13 septembre 1939 à Brooklyn, New York. Il est connu pour ses œuvres provocantes, et franchement, c'est peu de le dire. Ah ouais? Car si vous allez chercher quelques-unes de ses œuvres sur Tout Google est flouté, et que putain. vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous risquez d'être particulièrement perturbé, voire choqué. En effet, Witkin explore des thèmes tels que la mort, l'érotisme, la marginalité, et ce de manière ça assez mêlé. extrême. Vous allez Mort, sans doute mieux érotisme. comprendre si je vous parle d'une de ses œuvres. Comme indiqué, Witkin est un artiste-photographe, c'est donc de ce Ah, c'est côté un que nous allons photographe. débuter votre initiation avec The Kiss, créé en 1982. Cette photographie montre deux têtes humaines, coupées, qui semblent s'embrasser. L'image, à la fois romantique et macabre, est censée explorer la frontière entre l'amour et la mort, le fameux D'accord. lien entre Eros et Thanatos. D'accord. Seulement, lorsque l'on parle de têtes qui semblent s'embrasser, on ne parle pas de mannequin ou d'une reproduction, C'est des vraies mais têtes. de vrais restes humains. Ah ouais. Pour cette photo, il s'agit en fait d'une seule tête, fendue en deux, Oh, les deux moitiés se faisant face et s'embrassant. what the L'analyse fuck. de l'œuvre n'est maintenant plus tout à Mais fait comment il logique. obtient des autorisations pour photographier des Commencez trucs comme sans ça? doute à saisir pourquoi je ne peux pas vous diffuser les photographies telles quelles sur YouTube. Witkin est également quelqu'un d'intéressé par l'esthétique des corps déformés, amputés, comme dans ses œuvres Le Satyre ou La Serpentine, mais aussi par le La corps serpentine. transgenre. La serpentine, what the fuck, qu'est-ce qu'elle a, elle? Je vois pas. Où est la déformation? Ah, il lui manque une. Ah, elle a l'air d'avoir un moignon de jambe, peut-être. Bref, Possible. comme vous pouvez le constater, les œuvres de Joel Peter Witkin peuvent être pour certains très choquantes. Que ça soit dans l'utilisation de restes humains ou bah dans ouais, ses je choix comprends, hein. esthétiques, ces compositions souvent Mais j'avoue que c'est grandiloquesques esthétique, hein. et Enfin, il y a un extrêmement délire. perturbantes appellent inévitablement à une réaction. Qu'il s'agisse d'une forme de Mais bon. fascination ou d'un pur rejet, avec ses œuvres, Witkin va à coup sûr générer quelque chose chez vous. Et après tout, n'est-ce pas le but premier de l'art? Cependant, je vous inviterai malgré tout à être prudent. Les photographies que vous risquez de voir sont vraiment particulières. De plus, comme le cas de Jones Bones, je me pose la question, est-ce que les personnes à qui appartenaient ces restes humains étaient d'accord pour qu'on fasse de leur corps une œuvre d'art? Je ne sais pas. Dans tous les cas, Bah ouais, on bonne pourrait question. toutefois se demander Mais comment ils ce se les qui a bien pu procurent? le conduire à aller sur ce terrain artistique. Je me demande vraiment si comment les gens particulier. font pour se procurer ce genre de Bien, truc. en dehors d'influences notables, telles que les œuvres de Bosch, Goya ou Velázquez, c'est visiblement un événement dans son enfance qui lui a donné le déclic. En effet, Ah. alors qu'il avait seulement Il 6 avait ans, encore. Witkin a été témoin d'un accident de voiture où une petite fille aurait perdu la tête, Oh! qui aurait roulé jusqu'à ses pieds. Oh! Ok, ah bah je comprends. Je comprends qu'il ait fait une fixette, hein, parce que. Ouais. T'oublies pas facilement ce genre de truc, je pense. Naegleria fowleri. Polérie. Naegleria fowleri est une espèce d'amibe, c'est quoi, c'est- c'est-à-dire un ok. être vivant J'allais unicellulaire dire une eucaryote bactérie, qui mais non. prospère dans les eaux douces et les sols humides. Elle a la capacité de se propager dans l'eau, y compris dans les réseaux d'eau potable, en fonction des conditions de température,
et de la nourriture disponible. Il va me débloquer une nouvelle peur là. Hein. Peut vivre de manière autonome Je dans pense. son environnement. Là où cette créature microscopique devient particulièrement inquiétante, c'est qu'elle peut vous parasiter le système nerveux. D'où son surnom d'amibe, dévoreuse de cerveau. Ok. Imaginez, vous vous baignez en eau douce, elle dépasse les 25 degrés. C'est agréable. Vous plongez la tête sous l'eau. Et sans vous en apercevoir, Naegleria fowleri va rentrer dans votre nez, se déplacer dans votre muqueuse nasale et longer votre nerf olfactif jusqu'à votre cerveau. What the Une fois dans votre tête, Oh, la les nuque trucs de commencera parasites, putain, j'aime pas tranquillement ça. à détruire votre tissu cérébral en le Ouais. mangeant, Ah ouais? provoquant une inflammation et un gonflement de votre cerveau. Cette pathologie, connue sous le nom de méningo-encéphalite amibienne primitive, ou PAM, est une infection extrêmement sévère. Maintenant que vous savez ça, peut-être que vous vous demandez quels sont les symptômes. Plus jamais aller me baigner Ils dans sont de l'eau à plutôt plus de 25 classiques. degrés. Maux de Plus tête, jamais. fièvre, nausées, des vomissements et une raideur de la nuque, qui n'est d'ailleurs pas systématique. Les dommages causés par cette amibe sont souvent irréversibles, Ah bah ce ouais. qui rend cette maladie mortelle dans Ça m'étonne pas. 95% des cas. 95%, Même avec un putain. traitement. L'infection évolue très rapidement et la mort survient le plus souvent en quelques jours. C'est d'ailleurs pour cela que la maladie est souvent diagnostiquée après la mort. Bon, ce qui est rassurant... Ah, ça te tue en quelques jours. Ah oui, d'accord, c'est vraiment très rapide, putain. Ah oui, elle y va pas à moitié, la bactérie, là. Hein. Enfin, l'amibe. Les personnes les plus hypochondriaques, c'est que les cas d'infection par Naegleria fowleri sont extrêmement rares, avec seulement 310 cas signalés au cours des 50 dernières années, dont un seul en France. On fait en quand même Guadeloupe. pas mal. Cependant, rare ne signifie pas impossible. C'est un peu comme jouer au loto. On pense n'avoir aucune chance de gagner, et le jour où ça arrive, on n'y croit pas. Et pourtant... Ouais, mais en France, il y a d'ailleurs peu de chances quand même de la choper en France, quoi. Parce qu'il a dit de l'eau à plus de 25 degrés et tout. En plus, moi j'habite en Bretagne, alors je peux vous dire que l'eau à 25 Les degrés, Orsmokemi. ça arrive même pas une fois par an, quoi. Les Orsmokemi est une chaîne YouTube assez perturbante, voire très obscure, ouverte le 13 mai 2006. Ah oui, non, je connais, c'est le mec qui créateur de la chaîne, fume. connu Mais sous il est le mort, lui, prénom non? de Dev, il publiait des vidéos où il avait une pratique Ouais. du tabagisme. Le mec qui fume, mais ça doit être un délire d'érotisme encore ou je sais pas quoi. Un kink chelou tourné autour de la clope. Mais le mec publiait des vidéos où il fumait des énormes clopes et tout, des paquets entiers, des trucs. Sauf que je crois que comme ça a commencé à 16 ans, tu vois vite la dégradation de son corps à cause de ça. Et c'est assez dégueulasse du coup à parfaitement suivre. assumé. Du masque à gaz modifié à la création d'outils faits maison pour fumer le maximum de cigarettes en même temps, les Orsmokemi proposaient un contenu plutôt confidentiel à l'époque, au regard Troisième paquet de la journée. Ok. de son nombre d'abonnés, mais correspondant parfaitement à une niche d'adorateurs du cuir et de tabac. Dev pouvait à l'occasion simplement se filmer calmement en train de fumer une cigarette avec de la musique, sans pour autant rentrer dans une performance extrême. De la musique, aucun mot de prononcé, Dev passait ses messages principalement sur le titre de ses vidéos. Celui-là est pour mon ex, tu me manques toujours autant. Ah putain. Le choix des chansons Ah là et dans là ses là. descriptions, à partir de phrases le plus souvent laconiques, mais qui venaient donner un éclairage sur l'état d'esprit du fumeur. Seulement, les choses ont pris une tournure particulière, Bah oui, une tournure à il est devenu laquelle malade très vite. on devait s'attendre. Amaigri, affaibli et Mm. la clope au bec, Dev est revenu sur sa chaîne après une absence de 3 mois, avec une vidéo indiquant cette phrase en description « My return after cancer surgery Putain, il fume » ou toujours en mon plus. retour après mon opération du cancer. En 2011, ok. Ce qui devait arriver arriva. Dev, dans cette vidéo, se montre avec une cicatrice au niveau de la gorge. Bien que les épisodes de Cancer de la tabagisme gorge, du extrême coup. se soient terminés à cette période sur la chaîne, l'addiction, elle, était toujours là. Et il a continué de se filmer en train de fumer. Si on s'arrêtait là, on pourrait se dire que l'affaire est déjà suffisamment sombre. Pourtant, en scrutant les commentaires, certains des adorateurs de la cigarette sont allés vraiment très loin dans l'expression de leur fétichisme, jusqu'à faire part Putain, ouais, c'est des malades. Incroyable de le voir se fumer la santé tout seul jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Jusqu'à ce qu'à 50 ans, il devienne un mec tout rachitique et tout. Quel beau fumeur. Ce tout à 3 minutes 4. Voilà à propos de quoi tout ça est. Des dommages jusqu'à la mort. Fumer est beau. C'est ok. Voilà, là, ça c'est vraiment juste. Ça c'est de la maladie mentale. Hein. On peut romantiser la clope à ce point-là. Je tiens à le dire, j'ai fumé 10 ans. Hein. Vraiment.
Ne fumez pas, hein. Genre, c'est de la merde. Genre, ça n'a rien de cool de fumer, vraiment. Et j'ai fumé 10 ans. Mais vraiment, genre, faut pas le faire. Enfin, c'est de la merde, hein. Ça va vous déglinguer, hein. D'une excitation, alors qu'on l'entendait tousser grassement, ou à trouver de la beauté dans la destruction de ses poumons. Bref, vous l'avez compris, la chaîne de Dave a attiré nombre de fétichistes pour le moins perturbants, sachant qu'au regard de son contenu, il l'était peut-être tout autant. Plus vous allez vous intéresser à cet univers tourné vers l'autodestruction, plus vous allez tomber dans les abysses de l'âme humaine. Dave postera une vidéo en juillet 2011 où il assumera de continuer à fumer malgré la maladie. Cette vidéo numéro 195 sera sa dernière. Ah, Comme j'ai ok. pu le découvrir ensuite, cette histoire effroyable n'est pas un cas isolé. En effet, après quelques recherches, je suis rapidement tombé sur la chaîne d'un Britannique, R.G. The Smoker, qui réalisait des tests et des dégustations de différents tabacs. Après plusieurs années de review tabac, sa chaîne s'est transformée la dernière année en Vlog, cancer du poumon. Putain. Lui aussi a continué à fumer. I had a great time in Worcester, but have an infection. Ah putain, il fait un paquet de vie en plus, lui. Il ne s'en est pas sorti. Bref, Ah je bon, vous 8 ans. déconseille vraiment d'aller plus loin sur ces histoires. Elles sont vraiment très perturbantes et vraiment génératrices d'un profond désespoir. Non, mais ouais, c'est débile surtout. Enfin, l'industrie du tabac, c'est vraiment une industrie de merde. Bref. C'est juste une putain de drogue légale qui devrait pas être légale en vrai. Le faux vide. Ah, l'espace. Quel sujet passionnant. Impossible pour moi d'en faire l'impasse dans une vidéo comme celle-là. En effet, peu de choses sont capables de me donner ce vertige existentiel que j'apprécie tant. Et la théorie du faux vide en fait partie. Un sujet qui, si on s'y intéresse, va nous rappeler que l'existence telle qu'on la connaît peut tout à fait être remplacée en une fraction de seconde par le néant. Cette théorie est assez complexe à expliquer, je vais donc tenter de vous présenter les choses le plus simplement possible, malgré le risque que cela soit très approximatif, mais c'est le prix à payer pour en saisir l'idée. Pour comprendre le concept de Faux faux vide. vide, l'analogie de la bulle de savon est sans doute la plus claire. Imaginez notre univers comme une bulle de savon. L'univers dans ok. lequel nous sommes, et qui est en grande majorité composé de vide, est dans un état que l'on qualifie de stable. Seulement, selon la théorie du faux vide, il est possible que notre univers ne soit pas dans son état le plus stable possible. C'est comme une bulle de savon, qui, alors qu'elle flotte, est parfaitement stable dans sa forme et dans ce qui la constitue. Seulement, elle peut éclater à tout moment, si on exerce une force sur elle. Si l'univers est effectivement dans un état de faux vide, il pourrait ainsi soudainement se fracturer à un endroit indéfini et passer à un état de stabilité ultime, appelé vrai vide, et ainsi provoquer ni plus ni moins qu'une catastrophe cosmique. Car en effet, la fracture provoquée par ce vrai... Bon, écoute, si ça arriverait, on mourrait en l'espace d'une nanoseconde, on se rendrait compte de rien, donc bon. Est-ce que c'est si grave que ça? Tu la vois pas venir, la mort, et que, en plus, je sais pas pourquoi, mais ça me fait vachement moins flipper de mourir avec tout le monde sur Terre que de mourir seul. Je sais pas pourquoi. Mais mourir avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs autres personnes, je trouve ça moins flippant que seul. Voilà. vrai vide se propagerait alors, comme lorsqu'une bulle de savon éclate, et ce, à la vitesse de la lumière, créant sur son passage un tout nouvel univers, où En plus, on mettrait vachement de temps à s'en rendre compte. que nous connaissons n'existerait plus. L'existence même, telle qu'on la connaît, serait alors totalement annihilée. Selon cette théorie, cette fracture pourrait avoir lieu n'importe où dans l'univers. Ça a peut-être Si déjà elle eu avait lieu. au bout de l'univers observable, et malgré son déplacement à la vitesse de la lumière, nous Ça serions à arriverait, l'abri pour des dizaines de milliards d'années. Oui, clairement. Par contre, si cela arrivait dans notre galaxie, On serait cela mort. prendrait instant. seulement quelques dizaines de milliers d'années pour nous atteindre. Dizaines de Il sera milliers à d'années? l'échelle de- Ah oui, dans notre galaxie, d'accord. Oui, pas le système solaire, ok. L'âge de la Terre qu'un battement de cils. Et si cette fracture du faux vide a déjà eu lieu dans notre galaxie, il est alors théoriquement possible que cette vague de vrai vide arrive vers nous de manière inéluctable et à n'importe quel moment. Dans 10 ans, dans 100 ans, la semaine prochaine, demain ou cette nuit. C'est vrai, ça. Et vous savez quoi? Au regard de la vitesse du déplacement du vrai vide, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière,
nous n'aurons aucun moyen de le détecter. Bah non, on peut pas le savoir, parce que le temps que tu le vois dans ton télescope, le truc est sur toi en fait, puisque c'est la même vitesse que le déplacement de la lumière. Donc en fait, c'est vraiment une inquiétude qui n'a aucun sens, parce que du coup, si le truc t'arrive sur la gueule, tu le vois pas venir, et au moment où il t'arrive sur la gueule, t'es mort. Donc t'as même pas capté, enfin il y a aucun moment de réalisation que tu vas mourir, ou de peur, ou quoi que ce soit, donc à ce moment-là, ça sert à rien d'avoir peur. Et lorsqu'il nous touchera, Moi je vois les choses comme ça en tout cas. notre disparition, et celle de tout ce qui existe, sera instantanée. Mes chers amis, nous voilà arrivés au C'est la fin. terme de cette deuxième vidéo. Ne recherchez pas ça. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé le voyage tout à fait passionnant, Ouais, bien que c'est très vrai. éprouvant. Plus Très j'avance sur stylé ce comme format, vidéo. et plus je me dis que cette série de vidéos se doit de réunir le plus possible de sujets obscurs, et ainsi devenir une véritable anthologie. Le truc c'est que ça pousse les gens à rechercher quoi. Si vous souhaitez qu'on continue, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter et partager mes vidéos. Bah allez hein. Sachez que je vous vois dans les commentaires. Je les lis absolument tous. En attendant, à très bientôt, et surtout, faites de beaux commentaires. Tous, avec 60 000 abonnés. Ça fait beaucoup de commentaires à lire, je pense, quand même. Là, il y a 600 commentaires sur cette vidéo. Bon, elle est sortie il y a un mois, ça va, il a eu le temps de lire 600 commentaires en un mois. J'espère, mais bon. N'hésitez pas à aller lui mettre un like, parce que c'est des bêtes de vidéos qui doivent demander énormément de recherche, énormément de montage et tout. 58 minutes, ça doit être extrêmement long. C'est un travail titanesque, donc n'hésitez pas à aller lui montrer qu'il fait du bon boulot. Voilà. Et bah ce coup-ci, j'ai pas été tenté d'aller faire une seule fois des recherches au sujet de ces trucs-là. J'ai retenu la leçon de la dernière vidéo, clairement.